Gestion, bonjour, nous reprenons l'émission. Donc nous allons faire le point sur l'actualité économique, financière et éventuellement un peu politique aux États-Unis de la semaine, d'une semaine qui est une belle semaine sur les marchés financiers, avec une hausse de 2% grosso modo des indices en Europe et aux États-Unis, de sensiblement plus, presque 7% au Japon, avec une confirmation, la hausse du dollar. Le dollar gagne 2% contre euro et ça fait 10% sur un an. C'est quoi depuis le début de l'année, c'est pas mal du tout. Le yen baisse de 5% par rapport au dollar, ça fait 15% depuis le début de l'année. Et puis également confirmation du côté du pétrole. Le pétrole, le baril a perdu 4% cette semaine, ça fait 25% depuis le début de l'année, c'est beaucoup. Alors nous allons commencer avec les impressions macro avec Christian Ginollac. Bonjour. Christian, bonjour. Donc vous êtes le patron de Gaspal Finance. Voilà. Vous êtes un habitué de l'émission. Et donc nous allons commenter l'actualité, impression macro. Alors impression macro, alors c'est macro et politique. Les élections de la 6e année présidentielle, c'est des mauvaises élections, quel que soit le président, pratiquement, à part peut-être Roosevelt, mais il faut monter probablement très loin. Donc, M. Obama se retrouve avec un président pendu, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais avec une chambre, un parlement, les deux chambres contre lui, et bien entendu, le Congrès réuni. Oui, en plus, je dirais qu'à part le côté ce qu'on appelle milieu de second mandat qui est toujours négatif, en plus la popularité du président est au plus bas. Oui, y compris dans son propre parti d'ailleurs. Y compris dans son propre parti. Et ils ont perdu, d'ailleurs les démocrates, ils ont perdu des États comme l'Arkansas, le sien. où Clinton est venu à essayer à 3 reprises, je crois, de soutenir le candidat. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est qu'on est rentré en cohabitation ferme ce coup-ci, mais les républicains n'ont pas 60% des sièges, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire passer ce qu'ils veulent. Et donc, le président garde le pouvoir de voter ou non les lois, voilà. Donc on est forcé de négocier. On négocie, donc le sujet de l'année dernière, c'était les déficits et la dette, c'est plus vraiment un sujet cette année avec la croissance finalement. C'est plus un sujet et enfin, la plupart des commentateurs pensent que ça devrait pas trop mal se passer finalement. Et alors, le paradoxe, c'est qu'on a un président qui perd des élections avec une économie flamboyante. On a encore eu un indice des directeurs d'achat qui annonce vraiment des lendemains qui chantent. Oui, alors flamboyant, c'est peut-être pas le mot, si vous me permettez, parce que 3,5% de croissance après la très forte récession qu'on a connue, normalement, en temps normal, on devrait être à des taux plus forts. Donc, ça reste quand même un petit peu mou, ce qui explique peut-être d'ailleurs l'attitude de la Fed, qui hésite encore. Voilà, c'est ça. La Réserve fédérale annonce qu'elle va être un peu plus dure, mais la fameuse hausse des taux, qui est le prochain, on la voit pas vraiment. Un coup, ils disent que ça va être plus près que vous pensez, et un coup, ça va être plus loin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une gestion très active des anticipations. Voilà, et en ce moment, la Fed a plutôt repoussé les anticipations des opérateurs à peut-être 2016. Alors, on bascule, mais on peut rester aux États-Unis pendant qu'on bascule et qu'on traverse l'Atlantique. Cette semaine, on a eu un mauvais chiffre aux États-Unis, c'est le commerce extérieur. Alors, grosso modo, ça va moyen en Chine, ça va mal en Europe, et évidemment, on s'aperçoit que le commerce extérieur américain, ils n'ont plus grand-chose à exporter. Oui, et puis alors, le dollar s'est repris. Hein, voilà. C'est quand même un élément qui n'est pas négligeable. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir combien de temps les Américains vont laisser baisser le dollar. Il y a des contrepoids importants, notamment le fait que, si je prends l'Europe, la balance des paiements en Europe est largement excédentaire, ce qui est un frein naturel à la baisse de l'euro. Mais pour le moment, profitons des bonnes choses. Et je dirais que pour l'Europe, c'est une très bonne nouvelle. Et pendant ce temps-là, le Japon, lui, est très actif pour faire baisser sa monnaie, contre dollar et contre euro également. Alors lui, il l'a fait baisser beaucoup plus encore. Il remet de l'argent à tour de bras. Sa banque centrale est très, très ouverte. Et c'est un impact très positif sur la bourse. Alors, Europe, donc la Banque centrale s'est réunie hier.
lutte contre la déflation, ça a l'air d'être le mot d'ordre. Et M. Draghi a fait une conférence qui est un peu compliquée parce qu'on a l'impression qu'il est d'accord avec lui-même, mais pas forcément avec la totalité de son comité de politique monétaire. Alors ça, c'est ce qu'on pensait avant la réunion. Et puis Draghi, avec un certain succès, a réussi à faire effacer cette impression de non-cohésion. Et il a répété que tous les gouverneurs avaient voté en faveur de la politique qui est suivie actuellement, que la lutte contre la déflation était une priorité, que s'il fallait prendre des mesures non conventionnelles, elles seraient prises. Et sur un plan pratique, il a répété qu'il souhaitait que le bilan de la Banque centrale européenne remonte à 3 000 milliards. Donc c'est pratiquement 50% de hausse. Ce qui fait 50% de hausse. Et ce qui est bien le mouvement de bascule avec la Fed, qui, elle, devrait maintenir son bilan à un niveau étal. Mais alors, est-ce qu'on peut le faire, puisque c'est quand même la question qui était posée, est-ce qu'on peut le faire avec les mesures non conventionnelles déjà annoncées, c'est-à-dire le refinancement dit long terme, LTRO, et les rachats de portefeuilles titrisés, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose pour finalement, parce que la demande de crédit n'est pas très forte, c'est ça le problème. Oui, mais je crois que, je ne pense pas qu'il soit prouvé encore qu'on soit en déflation. Les chiffres d'inflation sont certes bas, mais en partie brouillés par la baisse du coût de l'énergie. Oui, ça c'est certain. Hors énergie, l'inflation demeure à des niveaux, je crois, de l'ordre de 0,6, 0,7. On n'est pas dans la spirale où plus personne ne fait rien en attendant que les prix soient meilleurs. On ne peut pas à la fois se réjouir de la baisse du prix du pétrole, qui nous permet de chauffer nos maisons moins chères et de faire marcher nos voitures plus longtemps. Et de l'autre côté, de se dire que c'est mauvais pour notre économie. Alors juste un tout petit, avant de passer au Reality Micro, juste un petit séjour en Chine. Il y a un ralentissement dans les services, les statistiques sont moyennes en Chine. Oui, c'est-à-dire que graduellement, on nous fait comprendre que d'une croissance de 7,5, qui est déjà bien inférieure aux 10 ou 11 qu'on avait connus, on va plutôt glisser vers les 7. Et très clairement, il y a une volonté pour le moment de ne pas faire de plan de relance pour reprendre de la liquidité. Il y a eu sans doute trop d'argent de distribuer et donc des bulles immobilières et financières. Oui, il y a surcapacité financière, immobilière et industrielle. Voilà, donc le gouvernement actuel, qui est maintenant aux manettes depuis 1 an, est en train de reprendre les choses en main. Ça, c'est pas un drame. 7%, c'est quand même pas un drame. C'est pas un drame, sauf qu'il faut s'occuper des migrants, il faut s'occuper de loger tout ce monde-là, il faut s'occuper d'avoir une croissance qui permet de faire augmenter le pouvoir d'achat. Bien, nous passons aux réalités micro. Alors, j'ai une question de Mario, précisément, qui rejoint notre sujet. Est-ce le moment de revenir sur les banques? Alors, les banques maintenant françaises ont toutes publié, la BNP, puis la Générale et le Crédit Agricole cette semaine. Quel bilan? Alors, il y a des points qui sont communs, c'est intéressant d'ailleurs. Il y en a un, le premier, je dirais, c'est que l'activité de retail est moins rentable et pèse sur les résultats. Le gouvernement a plafonné les montants de commission qui pouvaient être pris. Il y a une concurrence très forte. Les taux d'intérêt sont très bas, très très bas. Ça veut dire que les dépôts à vue ne rapportent plus rien, ce qui était traditionnellement l'une des rémunérations de la banque de détail. L'autre chose qui est commun à toutes les banques, c'est la baisse du coût du risque. Alors ça, c'est plutôt dans le sens du positif. Moins de coût du risque, c'est moins de provisions, etc. Un autre facteur qui est assez commun, c'est le fait que, en fait, à force d'empêcher les banques, par des restrictions réglementaires, d'exercer une activité dans la banque d'investissement, les revenus de la banque d'investissement ne sont pas on a des reprises de provisions qui dopent un peu les résultats, mais les revenus eux-mêmes... Voilà. Ce qui fait que l'un dans l'autre, les résultats sont bons, mais ils sont peut-être légèrement moins bons qu'escomptés, ce qui explique que la bourse a plutôt mal accueilli ces résultats. Le marché est déçu. Hein. Oui.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les meilleurs résultats sont certainement ceux de la BNP si on enlève la facture du litige avec les États-Unis. Pour moi, la plus attractive, c'est sans doute Natixis, qui certes a un ratio cours sur valeur d'actifs qui est la plus élevée des 4 grandes banques, puisqu'elle est proche de 1. Alors que, pour mémoire, la BNP a une décote d'à peu près 20% par rapport à ses fonds propres, et la Société Générale et le Crédit Agricole de l'ordre de 30%. Par contre, Natixis a de très forts ratios de crédit, ce qu'on appelle le Core Tier 1, et a une capacité de distribution de dividendes qui est la plus forte. Selon les prévisions qu'on peut faire de la capacité de Natixis de distribuer, on devrait avoir l'année prochaine un rendement qui soit de presque 8%. Alors, compte tenu du côté très, très solide des résultats... Et les résultats sont solides, les actionnaires, les banques populaires, voilà. Alors, les caisses d'épargne, c'est très solide aussi. Et donc, soit Natixis va faire de la croissance externe, soit ils vont nous faire un dividende. Donc plutôt des bonnes nouvelles, et c'est plutôt celle-là que vous choisissez. Dernier point, la bourse a baissé les valeurs. Pourquoi? C'est classique. On a monté dans l'attente des résultats du test sur les banques. On vend la nouvelle. Voilà. On a acheté la rumeur, on vend la nouvelle. C'est classique. Réalité Micro toujours, Lafarge a publié des résultats trimestriels. On est dans un cas très particulier, c'est une fusion avec Holcim, l'équivalent, ou peut-être pas l'équivalent de Suisse. Vous avez recommandé cette valeur d'ailleurs la dernière fois que vous êtes venu. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces résultats? Et puis finalement, ils ont quand même un peu fait le point sur la manière dont va se passer la fusion. Ce que je crois, c'est que la bourse se rend compte d'abord que les résultats sont pas mauvais. L'impact du coût de l'énergie est très favorable, puisque les cimentiers, on chauffe de la pierre avec du fioul pour faire du ciment. Si la fond était là, il trouverait ça un peu court, mais bon, c'est un peu ça, si on résume très fortement. Le coût de l'énergie est donc une composante très importante. Je crois que les fusions, comme toujours, font ressortir la valeur des actifs, puisqu'on parle de cessions de l'ordre de 7 à 8 milliards d'euros, qui apparemment seraient en bonne voie. Donc on va ressortir de la valeur. Et deuxièmement, sont l'occasion de remettre à plat les coûts, les structures, et c'est un exercice qui est toujours de bon aloi. Donc, ça, vous restez sur la valeur. Donc on reste favorable à Lafarge. Alors, actualité des valeurs assez rapidement, CGG. Ouf de soulagement, plus 35% hier. Oui, alors c'est la valeur la plus shortée, c'est-à-dire, la plus vendue à découvert. Il y a le plus de ventes à découvert de la place de Paris. C'est aussi la plus forte baisse depuis le début de l'année du SBF 120. Je crois qu'on est à 50% depuis le début de l'année, malgré les 35% d'hier. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce rebond n'est pas dû à des annonces de résultats en amélioration, mais essentiellement du fait que les banques ont accepté d'améliorer les conditions des contraintes fixées ce qu'on appelle les covenants en anglais, qui éloigne le risque d'une augmentation de capital, ce que craignait la bourse, puisque la bourse voyait que la dette montait et allait buter sur les contraintes. Le titre appartenait plus à ses banquiers et à ses créanciers qu'à ses actionnaires, donc ça baissait. Donc à partir du moment où on ouvre la voie à plus d'aisance dans la gestion de la dette, plus recule l'augmentation de capital. Alors, sur donc, les services pétroliers en général et CGG en particulier, vous êtes dessus ou vous pensez que la baisse du pétrole, finalement, tape sur leur carnet de commandes et qu'il faut attendre? C'est-à-dire que la baisse du pétrole, même si il est difficile de penser qu'elle se continue à ce rythme-là, on peut malgré tout penser que le pétrole ne va pas rebondir fortement. Or, il est clair que les majors, tous les sociétés qui font l'extraction du pétrole,
revoient à la baisse leurs investissements. Cette semaine, on a eu des chiffres moyens de Vallourec, mais qui est handicapé par son activité brésilienne. Voilà. Des chiffres à peu près corrects de Technip, mais bon, ce secteur, vous faites... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Technip, c'est peut-être celle qui est la moins affectée parce qu'elle a un spectre d'activité beaucoup plus large que simplement la recherche pétrolière. C'est le cas aussi un petit peu de Vallourec. Par contre, des sociétés comme Géophysique qui sont vraiment centrées sur la recherche pétrolière en amont, elle douille directement. La plus touchée. Bourbon est un peu moins touché parce qu'il est plutôt sur des champs qui sont en exploitation. Bien, rapidement aussi, publication de résultats de compagnies d'assurance, Zurich, Generali et de compagnies de réassurance, Score, Munich-Re. Écoutez, les compagnies d'assurance sortent des bons résultats. Les réassureurs ont bénéficié, d'ailleurs, comme les assureurs, du fait qu'il n'y a pas eu de grandes catastrophes naturelles. Quasiment, les réassureurs ont gagné sans rien faire, mais réassurent moins, du coup, puisque les compagnies d'assurance s'assurent elles-mêmes. C'est toujours la même chose. Donc, ça, c'est plutôt un bon signe. Ce que je rappellerai quand même, parce que j'en reviens toujours à ça, parce que c'est frappant, Zurich est une compagnie d'assurance très solide, c'est du Suisse costaud, si je puis dire, quand même 6% de rendement. En francs suisses, donc effectivement, c'est pas mal. Autre rendement que je trouve très, très intéressant, c'est celui de la Score. Oui. Alors c'est légèrement en dessous, ce n'est que 5,8. Mais c'est pas mal. Zurich se paye un peu plus que ses fonds propres, à peu près 125% de ses fonds propres, alors que la Score se paye 90% des fonds propres. 90% des fonds propres. Une société bien gérée, presque 6% de rendement, moi j'ai tendance à acheter. Voilà, pas de problème. Veolia, donc ce secteur-là des concessions. Alors Veolia, là, je dois dire que Frérot fait un très beau travail de nettoyage. La conjoncture s'améliore un peu, notamment dans tout le côté traitement des déchets, etc. Et on a typiquement une situation de société en retournement où après une période de très large expansion, un petit peu tout azimut, on est en train de se recentrer. Vous aimez bien le titre, vous continuez à être dessus? Moi j'en ai et je continue à trouver qu'il y a du potentiel. On revient de très loin. Oui, on revient de très loin. Et on est quand même dans un métier qui n'est pas très cyclique, notamment dans l'eau. C'est pas un métier où les taux bas sont une mauvaise nouvelle. J'actualise des cash flows à un taux plus bas, si je puis me permettre. Le Grand, il fait partie des meilleurs de sa classe, mais il ne peut pas améliorer le marché de l'immobilier. Donc, il souffre un peu de la conjoncture, notamment en Europe. Les États-Unis, par contre, sont plus favorables. L'immobilier est bien ailleurs. Technicolor, on a eu un sketch cette semaine. Oui, en Technicolor, je ne sais pas trop ce qui se passe. Ce que je lis, c'est qu'ils sont en bisbille avec leur actionnaire majoritaire, qui est un fonds qui était rentré en disant on est OK sur votre stratégie, mais derrière, apparemment, il serait plutôt favorable à une stratégie de démantèlement. Oui, parce que la somme des parties vaut plus cher. Donc, je ne sais pas. C'est assez curieux la réaction de la bourse. M'échappe un peu. Oui, on a un fonds activiste qui veut valoriser le titre et du coup, le titre baisse. C'est ça c'est là où j'avoue que ça me dépasse. On est un peu dépassé. Hermès, en revanche, c'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or et c'est mieux que de l'once d'or. C'est-à-dire que l'avantage d'Hermès par rapport à l'once d'or, c'est que l'activité augmente à peu près de 10% tous les ans sur longue période. Et malgré tout ce qu'on sait de la Chine, de l'Europe, etc., ils arrivent à tenir cette gageure. Et c'est vraiment un exemple formidable. Il y avait une bataille boursière pour le contrôle entre les familles. Les familles d'une part et le groupe Arnaud et LVMH de l'autre. Il y a eu paix des armes, on s'est dit le titre va s'écrouler, pas du tout. Non, alors il y aura peut-être un peu de retour du papier au moment de la distribution des dividendes. Puisque LVMH va distribuer des actions Hermès à ses actionnaires. Exactement. Y compris d'ailleurs à Dior, qui est son actionnaire, mais qui va les redistribuer. Sachant que l'actionnaire de Dior, c'est-à-dire Bernard Arnault, va garder en fait 8 et quelques pourcents. Il les garde tout en haut. D'Hermès. Mais donc il y aura un peu de retour de papier. Il y aura un peu de retour de papier, notamment parce que, comme vous le savez peut-être, la fiscalité sur les dividendes en France est assez lourde. Oui. Malheureusement, nous l'apprenons tous les jours à notre dépens. Et donc, le dividende sera fiscalisé
malheureusement. Oui, donc vous allez payer sur le revenu pour une distribution de titres. Donc alors, effectivement... de l'autre côté, si vous cherchez des sociétés qui vont distribuer un bon dividende, vous faites le cumul au mois de décembre du dividende intérimaire normal de LVMH, plus de la division d'Hermès, vous allez toucher plus de 10%. C'est pas mal sur le leader mondial du luxe et en ayant en plus des actions du plus beau, de la plus belle des sociétés. Exactement. Ce sera la conclusion de ce chapitre. Nous passons à la stratégie et à la gestion. Alors stratégie et gestion, Christian, d'abord or et pétrole au plus bas, conséquences pour les portefeuilles? C'est pas la même conséquence, bien entendu, mais quand même. L'or, bon, ça n'a pas de conséquences. Je veux dire, c'est que certains croyaient que ça allait monter au ciel. Bon, il y a toujours de la spéculation. C'est pas en période de taux d'intérêt réels qui sont positifs et d'inflation très basse qu'on va acheter de l'or. De l'or à entre 1100 et 1150, il n'y a pas grand-chose à espérer. Les pronostics de très forte hausse de l'or étaient basés sur l'un des raisonnements qui était les banques centrales mettent tellement d'argent sur le marché que l'inflation va exploser. Pour le moment, la première proposition est exacte. Les banques centrales mettent beaucoup d'argent. L'argent passe ailleurs. Donc, voilà. Mais il ne se retrouve pas dans l'inflation. Donc l'or, je crois qu'il faut oublier pour le moment. Et ce que fait la Suisse d'essayer de savoir si son or est toujours dans les caisses de ses collègues des banques centrales, ça ne peut pas avoir un rôle sur le marché? Je crois que ça fait partie du jeu de la Suisse de montrer que... D'ailleurs... rassurés sur leur solidité. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont, de mémoire, l'un des pays, si ce n'est le pays, qui a la plus grosse proportion d'encaisse or par rapport à la monnaie en circulation. C'est une monnaie or, contrairement à toutes les autres. Alors, ce n'est pas une monnaie or, parce qu'on n'a pas la couverture à 100%, ce qui était le cas autrefois, mais c'est celle qui a la plus belle couverture. Alors, dire en plus, vous savez, c'est dans nos coffres, dans nos montagnes, et personne ne saura où c'est, alors qu'aujourd'hui, comme vous savez, l'or est réparti dans toutes les banques. Et souvenons-nous que pendant la guerre, la dernière, on a transporté beaucoup d'or d'Europe vers les États-Unis pour que les banques centrales gardent leurs réserves en cas d'invasion. Une grosse partie de cet or est restée, notamment aux États-Unis. Fort Knox est la banque de l'or de beaucoup de banques centrales. Voilà. Aujourd'hui, le risque est moins grand d'un conflit ouvert en Europe, donc pourquoi pas rapatrier son or. Alors le pétrole, c'est moins anecdotique. Là. Alors le pétrole, lui, on en a parlé un petit peu, c'est formidable. Je voyais un de mes amis l'autre jour qui me dit c'est incroyable comme la facture de ma cuve de fuel que j'ai remplie pour cet hiver est beaucoup plus faible que la facture que j'avais eue au mois de février. Donc petit à petit, on va se rendre compte, les prix à la pompe vont baisser, mais toujours avec un décalage. Il y a un décalage sur les stocks de 3 mois à peu près. Et puis, vous allez, j'espère, le retrouver dans vos billets d'avion. Bien. Donc, conséquences pour les portefeuilles? Conséquences pour les portefeuilles. Alors, vous avez dit Lafarge, les sociétés grosses consommatrices. Alors, les sociétés grosses consommatrices, c'est un des éléments, je crois, de soutien des compagnies aériennes. C'est un élément de soutien, donc, pour le tourisme. Et c'est un élément de soutien pour les gros consommateurs que sont les cimentiers et les chimistes. Oui, on a vu même Arcelor publier des résultats plutôt meilleurs que tous les gens qui brûlent beaucoup d'énergie pour... Alors les concepts du moment ou les scénarios, et en même temps les scénarios de la fin d'année pour vous? Écoutez, moi je ne suis pas trop inquiet. Ça ne montera pas au ciel parce que les valorisations sont assez fortes. Et donc il faut vraiment qu'on ait maintenant une traduction dans les résultats des sociétés pour que la bourse puisse encore monter. Ce qui est certain, si je prends les bourses européennes, on est à peu près dans la zone des 14 fois les résultats. C'est pas bon marché, c'est pas excessivement cher non plus. Mais ce qui est certain, c'est que on est quand même globalement soutenu par des banques centrales qui continuent à nous fournir de la liquidité. Oui, donc si on a du pétrole, le moteur va tourner. Des taux très bas. D'où je reviens sur cette idée.
de recherche de rendement. Et donc, clairement, que ce soit sur les marchés obligataires ou sur les marchés actions, la notion de le premier des concepts rendement, à suivre, c'est le rendement pour vous. C'est un concept qui est très important, puisque l'argent, les placements sans risque ne rapportent plus rien. Je vous rappelle que l'EONIA, qui est l'argent au jour le jour, est à un taux négatif. Je vous rappelle que si vous voulez acheter des emprunts d'État en Allemagne à 3 ans, vous devez payer pour les posséder. Donc quand même, oui. donc quand j'ai des sociétés sérieuses, solides, qui ont une belle croissance, qui m'offrent du 2, 3, 4, voire 6% de dividendes, je prends. Bon. Donc c'est ça le concept. Et l'approche de l'allocation d'actifs, autrement Alors l'allocation d'actifs, écoutez, je peux vous dire comment... Vous avez un fonds qui est patrimoine, notre fonds patrimonial. Son exposition action est restée à peu près à 52%. On a fait varier à l'intérieur de cette allocation d'actifs les secteurs qu'on privilégiait. Et puis, depuis cet été, on avait décidé d'augmenter notre exposition au marché japonais. On est relativement absent des marchés émergents, à part à travers les sociétés qui sont actives sur ces L'Oréal marchés. Exactement. Sur les taux d'intérêt, on est positionné plutôt, bien sûr, sur le marché du haut rendement, c'est-à-dire des signatures qui ne sont pas les premières signatures, mais le risque est en baisse, et donc on peut encore trouver du 4% de rendement sur cette partie obligataire qui est un peu moins de 50%. Et puis alors le troisième aspect, à hauteur de 15% à peu près de notre fonds, nous jouons directement les devises, et essentiellement le dollar, et on le joue aussi indirectement dans notre sélection de valeurs. On va préférer des valeurs dont le dollar a un impact favorable sur notre activité. Par exemple l'industrie aéronautique ou des choses de ce genre. Alors là, on est tout à fait dans le luxe. Le luxe, parce que... Oui, donc LVMH, vous l'avez deux fois, vous avez le rendement et le dollar. C'est formidable. On a presque envie d'en posséder. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le luxe, c'est la seule industrie, vraiment, l'une des rares industries en Europe, où 100% de l'approvisionnement et des coûts sont en euros, et les 3/4 du chiffre d'affaires sont dans d'autres monnaies. Donc, alors que dans l'aéronautique, par exemple, une partie non négligeable des composants sont achetés en dollars. Donc l'exposition dollar n'est pas de 100%. Oui, c'est General Electric qui fournit les réacteurs d'Airbus, de toute façon. Donc, voilà. Alors, soit directement, soit à travers Safran, qui est une de nos valeurs que nous recommandons, de même que dans l'aéronautique, Zodiac et Airbus, qui profitent vraiment directement du dollar. Bien. Alors juste pour résumer l'allocation d'actifs, vous n'êtes pas à protéger la performance aujourd'hui. Non. Vous continuez à porter comme c'était. Oui, je crois que pour le moment, il n'y a pas de raison de s'affoler. Et on l'a bien vu, toute baisse brutale des marchés est plutôt une occasion de se renforcer plutôt que de sortir. Alors nous allons voir dans le dernier chapitre les conseils, comment se renforcer et sur quoi. Alors Christian, les conseils. On va aller vite, hein, un achat. Alors, j'aime bien le titre « Accor ». Et notamment, j'ai été séduit par le fait que la direction d'Accor prend à bras-le-corps le problème digital, à la fois vis-à-vis des clients. Vous savez que les sites de comparaison de réservation... C'est ce qui tape sur les marges dans ce métier tape sur les marges d'hôtellerie. Et aujourd'hui, Accor reste trop dépendant des sites extérieurs, et leur objectif de remonter à 70% d'auto-prise de commande, prise de réservation, est un objectif, alors qu'ils sont à 55 à peu près en ce moment. Pour cela, ils ont un nouveau directeur général adjoint qui est arrivé, qui va s'occuper. Ils mettent quand même 250 millions sur la table,
sur 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont travailler leurs clients. Ils ont un vrai problème. Si je suis un client habitué à aller dans un de leurs hôtels, ils vont me proposer des prix réduits, etc. Sur votre portable, on va vous donner des occasions de prix. Tiens, si vous voulez partir une semaine à Prague, là, hop, 200 € chez Accor, etc. L'autre, c'est les États-Unis. Comment ? C'est les États-Unis qui est... Est-ce que Accor bénéficie de cette croissance américaine directement ou indirectement ? Indirectement, à travers les touristes américains qui ont un dollar fort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Accor est trop européen. Oui, c'est ça, 80% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui est réalisé en Europe. Alors, ils sont plutôt à la recherche de développement dans les pays dits émergents qu'aux États-Unis, mais un dollar fort favorise, comme on a dit, le tourisme et favorise les premiers touristes étrangers en Europe sont les Américains. Si leur pouvoir d'achat... Oui, ils ont 10% de plus dans leur poche, donc voilà. c'est pas une mauvaise peut-être qu'ils vont peut-être se prendre une petite suite un peu plus chère. Le parcours boursier, on peut encore acheter. Donc, au contraire, vous avez vu que le parcours boursier a été décevant ces 4 derniers mois, notamment à cause d'Ebola, où on a craint que, ce qui n'est pas en fait une épidémie, mais il faut se rappeler que l'Afrique, c'est 2% du chiffre d'affaires d'accord. Et donc, je crois que c'est plutôt une bonne occasion pour rentrer sur le titre. L'autre aspect, c'est que, comme on sait, c'est le fait qu'ils s'attaquent vraiment à la gestion de l'immobilier. Oui, et c'est un sujet. Ils ont cette attitude que je trouve très saine de dire dans un hôtel, il y a à la fois des murs et il y a une exploitation. Attaquons-nous à la gestion des deux séparément. Gérons les murs séparément, on peut faire des arbitrages, etc. Et l'exploitation, c'est autre chose, c'est le métier. D'accord. Qu'est-ce que je vends, que j'évite, que j'arbitre ? Ça ne change pas, il faut toujours éviter, je crois, les valeurs pétrolières et les valeurs pétrolières. Je crois que ce n'est pas encore le moment de revenir dessus. On voit que Total a des variations d'une amplitude folle. Oui, pour une valeur de ce poids, surtout sur le CAC 40, c'est très impressionnant. Qui a du mal. Notre seul junior pétrolière, Maurel & Prom, souffre aussi. Oui. Et les parapétrolières, on en a parlé. Voilà. Alors le joker. Alors un joker, on cherche toujours des idées un petit peu qui sortent un peu des sentiers battus. Et ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est Nexans. Alors Nexans, c'est donc les câbles. Qui a un parcours catastrophique. Oui, depuis le début de l'année, c'est pas brillant. Voilà c'est même moins que ça. C'est 50% de baisse. Alors, vous savez ce que ça fait ? Ça fait des câbles. C'était les anciens câbles de Lyon qui étaient dans la Générale d'Électricité. Chez Alcatel ensuite. Oui. Nexans, c'est une société dont le métier, donc on le connaît, câble. Alors, c'est lié au bâtiment et c'est lié au transport de l'énergie et au transport des télécoms. Oui, des télécoms. La société a changé de management. Oui, il y avait un problème de management vis-à-vis du marché, en tout cas. Il y avait les marchés ont très bien accueilli le changement de management, ce qui implique aussi un changement de management, ça implique aussi toujours un nettoyage des comptes. On passe à la paille de fer. Donc on ressort quelques mauvais résultats, c'est logique. Deuxièmement, le prix du cuivre avait beaucoup baissé. Alors il couvre le cuivre, c'est-à-dire que les contrats sont faits à cours du cuivre neutre, mais malgré mais chaque fois qu'on renouvelle un contrat, ce n'est pas une belle chose. Moi, ce que je crois, c'est que on peut jouer la restructuration de la société, la restructuration des coûts, et on a une société qu'on paye aujourd'hui avec une décote de plus de 30% par rapport aux fonds propres, qui est en plein assainissement, et qui est sur des métiers de base dont certains segments sont en croissance dans certains pays. Et alors le joker, c'est qu'on a en embuscade un Chilien, gros producteur de cuivre. Oui, ils ont toujours eu des relations avec les Chiliens. Qui a presque 30% du capital. Est-ce qu'un jour il voudra aller plus loin ? Je ne sais pas. En tout cas, la BPI, notre bonne banque d'investissement française,
a pris une participation de, je crois que 7 ou 7,5%, est là en embuscade pour essayer de contrer justement les appétits du Chilien. Tout ça peut donner un scénario qui est assez intéressant, une situation de retournement, une nouvelle gestion, peut-être une bagarre d'actionnaires, ça peut être formidable. Voilà. Sur une base de valorisation très basse. Les ingrédients d'un joker. Et Christian, merci. C'est un joker. C'est un joker. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.